Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Ça me pose déjà un problème, parce que quand on me dit ouais, mais c'est la tradition, je dis oui, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont décidé il y a 3000 ans et qu'on continue de le faire pour aucune raison. Et pour moi, cette réflexion-là, dans quasiment tout ce qu'on fait, tu le fais juste parce qu'on t'a dit que c'était comme ça, et la personne qui t'a dit que c'était comme ça, elle te le dit parce qu'on lui a dit que c'était comme ça. Mais on t'a pas expliqué pourquoi. Et si on t'a expliqué pourquoi, c'est une bonne raison de le perpétuer. Mais si on t'a pas dit pourquoi, c'est bizarre. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on m'a beaucoup demandé dans Les gens qui doutent, c'est Navo, Bruno Muschio. Pour ceux à qui ça ne dit rien, il y a des chances que vous le connaissiez quand même, puisque c'est le binôme de Kian Kojandi. Ensemble, ils ont écrit et réalisé les séries Bref, Bloqué et Serge le Mito, ainsi que les spectacles de Kian, Pulsion et Une bonne soirée. Navo file aussi des coups de main à d'autres artistes pour l'écriture de leurs shows, comme Sébastien Marx et Thomas VDB. Il fait la direction artistique de pas mal d'événements, comme les Galas 60 et Derrière un micro. Alors cet épisode est un peu spécial, puisqu'il existe déjà plein de podcasts où Navo revient sur son parcours, où il explique qu'il a arrêté l'école à 16 ans, comment il est devenu auteur, son passage par la bande dessinée et tout. Et ces podcasts sont hyper intéressants, donc je vous mets quelques liens dans la description. Mais donc vu qu'il y en a déjà beaucoup où il explique ça, je me suis dit que j'allais tenter un truc. J'allais juste lancer des sujets, des questions très vagues et voir ce que son cerveau foisonnant allait en faire, histoire de retrouver un peu les cheminements et questionnements qu'il pouvait y avoir dans ces podcasts marché-parler qu'il sortait il y a quelques années. Alors à refaire, je ferai probablement pas l'épisode comme ça parce qu'au final c'est très décousu, surtout que le jour de l'enregistrement j'étais éclatée de fatigue et de stress, donc je suis vraiment pas très vive et mes questions sont pas très nuancées, mais il y a, je trouve, des choses fort intéressantes qui en sont sorties quand même, comme toujours avec Navo. On a parlé du fait qu'il aime beaucoup ne rien faire et que s'il pouvait il ne ferait que ça, de rapport à l'autorité, de remise en question des choses qu'on fait par tradition et pas parce qu'on y a réfléchi, et d'amour aussi. L'amour peut-il être inconditionnel et quelle est la différence entre aimer quelqu'un et vouloir être avec quelqu'un? J'espère que ça vous plaira. Vu qu'il y a déjà 1 milliard de podcasts où tu racontes ton parcours et tout, je me suis dit qu'on allait plutôt parler du parcours. Kian. Avec plaisir. Raconte la bio de Kian. Kian est au centre de ma vie, donc. Tu m'étonnes. C'est comme si tu demandais à la Terre de parler du soleil. Ah. J'ai vu aussi que tu ne fais plus de marché-parler. J'allais faire un marché-parler forcé où j'allais juste te donner des thématiques et attendre que tu te fais plus chier, quoi, c'est fini. Non, si, en vrai. L'interview, quoi bon. Ouais, non, c'est juste. De toute façon, il parle tout seul, Navo, donc j'ai juste à lui dire un mot, puis après, je le laisse. Vas-y, barrière. Qu'est-ce qu'une barrière? Ça me fait penser à... En ce moment, je regarde beaucoup de trucs d'Étienne Klein. Et Étienne Klein, c'est vraiment ça, quoi. Tu le vois, c'est un vulgarisateur scientifique, un philosophe des sciences. Et genre, quand on lui dit, d'ailleurs, je suis en train de le faire, quand on lui dit un truc, il part, c'est intéressant. Donc moi, je suis content de le regarder. Mais tu dis, mais les gens disent bonjour. Il fait alors le jour. Et vraiment, après, il part et c'est hyper intéressant, il a fait, parce que scientifiquement, voilà. Et après, il part et je fais, super, merci Étienne. Est-ce que les gens te reprochent des fois de trop être en mode je suis le génie du groupe? Non, mais je suis pas le génie du groupe. C'est un peu l'image que tu renvoies quand même. C'est le sage. Non, je crois pas être trop relou. J'ai pas dit que c'était relou. Non, sinon, qu'est-ce qu'on peut reprocher à... ça peut saouler des gens. Je sais pas. Non, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque finalement, les gens qui me connaissent pas ne me voient qu'à un endroit où on me demande de raconter ma life. Ouais. On pourrait croire que je suis comme ça tout le temps, mais non, je suis... Non, je sais pas, toi tu me connais dans la vie, t'as l'impression que je suis comme ça. Genre, t'es en train de parler, je fais arrête tout, écoute-moi. Non, j'ai quelque chose d'intelligent à dire. Mais vu qu'on ne se voit que dans des contextes de travail, je sais pas comment t'es dans la vie de tous les jours. Ah oui, bien sûr, mais tu vois, dans le contexte de travail, mon but c'est d'accoucher les autres. Donc je la ramène pas tant que ça. Quand on se voit, je sais pas, par exemple, toi et moi, on fait noir. Ouais. Mon but c'est que... Ou on fait 60. Mon but c'est que tu... on est tous les deux du genre à pas parler, donc... Oui, mais je te laisse l'occasion de parler. Oui, c'est très gentil d'abord. C'est pas, je me dis, un silence, vite, je vais lui expliquer pendant 1h30 qu'est-ce que 60, qu'est-ce qu'une minute, pourquoi une minute. C'est vrai que c'est plutôt Kian qui a tendance à faire ça, en fait. Vous en parliez dans le roast avec Thomas, ça m'a tellement fait rire. Ah oui, qu'il a tendance à expliquer des choses qu'il vient de découvrir parce qu'il est tellement content de les avoir découvertes. Ouais, et c'est marrant parce qu'il est pas vraiment comme ça. Je pense qu'il est comme ça avec les gens avec qui il est pas forcément 100% à l'aise. C'est pour combler le vide, genre. Ouais, je pense qu'il a peur du... En fait, c'est... mais tu vois, finalement, on parle de Kian. Comme en fait, une de ses qualités
moi, que je trouve que c'est vraiment une vraie qualité, on va dire, en termes de civisme et de relation avec les autres, c'est qu'il a peur que ça se passe mal. Ouais. S'il y a un silence et qu'il l'interprète comme une gêne ou un malaise, il va vouloir le remplir. Alors que quand il est avec des gens, par exemple, quand il est avec moi, on peut se taire pendant 3 heures et il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est son besoin de dire, attends, il faut que je sois un bon hôte ou faut que je sois dans une relation qui intéresse l'autre. Donc s'il y a un silence, il faut que je le remplisse. Et je pense que c'est plus ça, en fait. Ça, c'est la version sérieuse. C'est plus marrant dans le roast. Quand on dit, arrête de faire le daron. Ouais. Quand j'ai dit à des gens que tu venais dans Les gens qui doutent, il y en a plein qui m'ont dit, mais Navo, il doute pas. Bah après, ça dépend ce que tu entends par déjà le titre de ce podcast. Parce que moi, ce que je connais, c'est Anne Sylvestre, et donc c'est J'aime les gens qui doutent. Mm-hmm. Et donc, dans mon cas, j'adore les gens qui doutent. Je travaille avec des gens qui doutent. Mm-hmm. Donc, a priori, j'ai ma place dans un truc qui s'appelle Les gens qui doutent, dans le sens j'aime les gens qui doutent. Qu'est-ce que t'aimes dans le doute ? Qu'est-ce que le doute ? Définis le doute. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui est intéressant aussi, parce que moi, je doute tout le temps. Mais en fait, il y a 2 sens, je pense. Parce que pour moi, il y a un sens qui est plutôt scientifique. Tu vois, on dit souvent l'esprit scientifique, la démarche scientifique, c'est le doute. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est mal interprété. Souvent, on dit les scientifiques qui doutent, c'est la preuve qu'ils savent rien, et donc il faut prendre de la chloroquine. Alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est une espèce d'humilité importante à avoir dans le doute pour s'approcher le plus possible de la vérité. Si tu doutes de rien, tu doutes pas non plus des choses sur lesquelles tu as tort, donc tu t'approches pas de la vérité. Donc si tu es en quête de vérité, mieux vaut douter. Et il y a l'autre interprétation de doute qui est je sais pas où j'en suis, je sais pas, je doute. Et ça, je l'ai pas trop, je pense. Donc finalement, je doute, mais d'une bonne façon. Et j'aime les gens qui doutent. Donc je crois que je suis le bienvenu dans ce podcast. Ok. Je me sens très bien dans ce podcast. Ah, mais c'est gentil. J'espère que tu y es confortablement installé. Ouais. Et du coup, d'où ça vient le fait déjà que toi t'aimes les gens qui doutent, comme tu le dis. Et déjà, on va répondre à ça. Justement, je pense que quelqu'un qui doute, c'est souvent quelqu'un qui trouve. C'est la première définition que je donnais du doute. C'est-à-dire que je dis pas que j'aime les gens qui doutent d'eux-mêmes. Pour moi, il n'y a pas à douter de soi-même. C'est plus un biais. J'ai l'impression un peu psychologique. Tu vois, il y a des gens, ils sont là, ils ont du succès. Beaucoup d'artistes avec qui je travaille, ils ont le succès et ils doutent de leur talent, ou ils doutent du fait qu'ils aient quelque chose à faire ici, etc. Et ça, je pense que c'est plus un trait de personnalité. Mais la plupart des artistes ont aussi un doute qui est hyper intéressant, c'est qu'ils se renseignent parce qu'ils doutent. Et toi, t'as jamais ce doute de toi-même ? J'ai pas trop le doute de moi-même, ou en tout cas, si je l'ai, j'avance pour résoudre, tu vois, pour trouver la vérité derrière le doute. Si je doute qu'un truc que j'ai dit est malin, je réanalyse ce que j'ai dit, je vois pourquoi je doute, en me disant, attends, qu'est-ce qui me met le doute là ? Si quelqu'un vient me mettre le doute en disant, ok, mais as-tu pensé à ça ? Je dis, ah ouais. Mais du coup, pour moi, c'est hyper positif, le doute. Non, toi, tu le vis mal, le doute ? Non, parce que je nage dedans. En fait, j'ai 0 certitude. Ouais. Et oui, c'est plutôt flippant. Mais d'un autre côté, je peux pas en avoir entièrement peur, parce que sinon, c'est plus possible, en fait. Je saurais pas évoluer dans ce truc où il y a 0 repère. Donc, c'est juste, je pose des hypothèses et je me base dessus. Et puis, si elle était pas bonne, après, je réanalyse et je refais dessus. Voilà, ça, c'est la qualité des gens qui doutent. Je préfère largement ça à quelqu'un qui est blindé de certitude. Mais toi, tu dégages un truc de mec qui est quand même blindé de certitude. Alors, je pense que c'est parce que je doute. Et que du coup, quand je dis quelque chose, je le dis pour une bonne raison, jusqu'à preuve du contraire. Mais je me dis, ok, je me suis posé la question, j'ai trouvé ma réponse, je dis ce qui me semble le plus. Donc c'est juste que t'es sûr de ta vérité et pas de la vérité, en gros. Oui, c'est ça, mais sauf que ma vérité, c'est pas je l'ai trouvée ce matin en me réveillant. J'ai réfléchi au sujet. En fait, c'est même, je pense que c'est ça, là, quand tu me parles des gens qui ont une vision de moi, de mecs qui doutent pas, c'est qu'en vérité, je parle pas si j'ai rien à dire. Ça, c'est mon gars. Ça, c'est... et quand je parle,
j'ai conscience que j'exprime une opinion et je sais d'où elle vient. Et donc, forcément, si tu me mets devant quelqu'un qui vient de sortir une opinion de son chapeau et que moi, j'ai des arguments qui sont peut-être mauvais, mais en tout cas, je les ai, des arguments logiques de pourquoi je pense ce que je pense. La personne en face qui sait pas pourquoi elle pense ce qu'elle pense, elle le pense parce que il y a Pascal Praud qui lui a dit de le penser. Elle a l'impression que je la prends de haut ou que je doute pas, mais en fait, c'est juste que je sais pourquoi je dis ça. Mais si là, tu me dis c'est où Bordeaux, je suis nul en géographie, je te dis je sais pas. J'essaye pas d'inventer une réponse. Dans ma tête, il y a un truc, tu vois, je vois la France. Ouais. Et Bordeaux, je me dis, c'est lequel entre Bordeaux et Lyon, qui est d'un côté ou de l'autre? Ça me met le doute. Je suis un gens qui doute. Je préfère dire je sais pas, plutôt que de dire, tu vois. Et après, si on me dit, écoute, c'est hyper important, va falloir faire une estimation, c'est le jeu, faut absolument que tu dises où est Bordeaux. Je vais dire alors a priori, mais je peux me tromper, je vais pas être blindé de certitude. Je vais dire, il me semble que Bordeaux, j'y suis allé en tournée, ça doit être par rapport à Paris au sud-ouest, et c'est vers les 2/3. Tu vois, c'est comme ça que je me repère, quoi. Je prends la France à partir du haut, je descends de 2/3, je vais un peu à l'ouest, ça doit être par là. Mais c'est tout ce que je sais à peu près. Si tu me dis, non, c'était au nord-est, je fais bah écoute, j'ai vraiment dit, je suis pas vraiment sûr de moi. Ouais, ok. T'as quel genre d'intelligence? Je sais pas, c'est quoi les genres d'intelligence? Je sais pas, c'est par rapport aux autres, je suppose. Comment t'as l'impression de réfléchir par rapport aux autres? Si tu vois, déjà t'es très cartésien, je suppose. Ouais, je pense. Ouais, mais j'ai jamais vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui parlent de pensée en arborescence et de trucs comme ça. Okay. En fait, c'est compliqué de comprendre. Un truc que t'as jamais connu autrement. Ouais, c'est ça. Donc moi, l'impression que j'ai le plus souvent quand je parle avec des gens, c'est que les gens sont pas forcément pas intelligents, c'est qu'ils ont un problème pour gérer les émotions. J'ai l'impression que c'est ça. C'est que soit ils les rejettent leurs émotions, soit, enfin souvent ils les rejettent, j'ai l'impression. C'est qu'ils les mettent de côté, après ça les déborde, après ils montent en l'air. Moi je passe mon temps à faire le médiateur dans des trucs, des groupes, parce que je dis non mais ça s'entend complètement, mais pourquoi tu nous en as pas parlé quand c'est arrivé? Qu'est-ce qui fait qu'on est 6 mois plus tard et que tu viens hyper en colère m'expliquer que ça et ça c'est inacceptable? On aurait pu t'éclairer, on aurait pu savoir, on aurait pu réagir. Et donc il y a un peu ce truc-là. La sensation que j'ai quand je parle avec pas mal de personnes, c'est qu'elles ont, et peut-être c'est dû à mon milieu, où je travaille avec beaucoup d'artistes, c'est que c'est des gens qui sont hypersensibles et qui ont du mal à prendre leurs émotions comme juste des petites lumières qui s'allument. Moi j'ai l'impression que quand je ressens un truc, c'est comme une petite alarme. Et que du coup je l'écoute, je regarde où est-ce que ça sonne, tu vois, sur une espèce de tableau de bord, et je dis ah tiens ça sonne à je me sens vexé. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne pour que je me sente vexé? En fait, je remonte le truc. Soit ça vient de moi, et je dis mais non, mais c'est sûr, en fait, c'est pas du tout vexant ce qu'il a dit, c'est moi qui l'ai mal interprété, je devais manquer de vitamine D à ce moment-là. Soit je dis c'est vrai que c'est un peu vexant, il va falloir que j'éclaircisse, j'appelle la personne tranquille, je suis plus sous le coup de l'émotion, et je lui dis mais quand tu m'as dit ça, tu voulais dire quoi exactement? La personne s'explique, si c'est réellement vexant, je dis bah écoute, c'est hyper vexant. Si ce qu'elle m'explique me rassure, je dis ah ok, je suis rassuré, excuse-moi, je voulais pas te prendre la tête. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens font pas ça. Je sais pas si ça relève de l'intelligence, mais en tout cas, c'est quand tu me dis par rapport aux autres, c'est ce que je vois chez les autres. Et comment t'es arrivé à ce fonctionnement où tu t'acceptes en fait que c'est un signal? Bah je sais pas trop. Parce que c'est pas le réflexe premier là? Ah ouais? Bah je sais pas, j'ai l'impression. En général, on ressent un truc et on fait ah! Ah oui, mais du coup, c'est intéressant de savoir pourquoi. Mais c'est hyper intéressant. Mais pourquoi c'est on ressent? Non mais tu vois, normalement, tu es censé. Moi, s'il m'arrive un truc, je me demande pourquoi. Oui, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression que souvent, les gens, et moi y compris, on gère les conséquences plutôt que les causes. Et c'est genre, même pour des trucs à la con, genre je me dis, ok, je vais trop sur Instagram. Ouais. Et je vais essayer de réfléchir à comment supprimer Instagram. Enfin, pourquoi supprimer Instagram de mon téléphone, comment limiter et tout. Alors que la vraie question, c'est pourquoi j'y vais? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de validation. J'ai besoin de sentir que les gens y m'aiment. J'ai besoin de savoir qu'ils aiment mon travail et tout. Bah donc tu l'as fait, tu vois. Oui, parce que je me force et que je l'ai enfin réalisé. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout un réflexe.
Bah oui, mais je pense que... Alors, dans ce cas-là, oui, peut-être je sais pas si c'est le mot cartésien, je sais pas, c'est un truc d'ingénieur. Moi, si on me dit ça marche pas, j'essaie de remonter à la source de ce qui marche pas. Ça me paraît le plus logique, en fait. Oui, mais tu trouves que les gens sont logiques? Non, justement. Quand tu me dis c'est quoi la différence que tu vois Et ça te fatigue que les gens ils aiment moins ce réflexe logique, si pour toi ça te semble... Oui, ça peut être fatigant, ça dépend du type de relation. Puisque en général, j'essaye de pas me fatiguer avec ça. Si quelqu'un est borné sur quelque chose ou comprend pas un truc, je lui souhaite de tout mon cœur d'y arriver. Je lui dis ce que j'ai à lui dire en disant voilà, moi j'ai une piste, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Si la personne elle veut pas y aller, elle y va pas. Après, quand tu as des relations profondes avec des personnes avec qui tu dois vivre au quotidien et qui tu dois avancer, oui, ça peut être fatigant. Mais j'imagine que c'est aussi fatigant pour la personne en face. Donc on est juste fatigué, quoi. On dit bon, ben ça marche pas. Est-ce que t'es fatigant? Je pense que ça dépend vraiment pour qui. C'est sûr qu'il y a des gens qui me trouvent fatigant. Il y a des gens qui me trouvent tout, vu que je m'expose. Tu vois, je m'expose dans un truc où il y a des commentaires et des réseaux sociaux, donc je suis tout. Ça dépend de la personne. Je suis le plus grand génie que la Terre ait jamais porté. Je suis la pire personne du monde. Je suis le gars le plus agaçant. Je suis extrêmement beau et extrêmement moche. Je suis tout, en fait, ça dépend des gens. Moi, c'est ma première quasiment ma première sortie depuis 38 jours. Ouais. Est-ce que tu vis ta meilleure vie là ou tu t'en fous? Je vis ma meilleure. En fait, je m'en fous d'un côté. C'est que il y a des 2-3 trucs qui me manquent, mais ça passe parce que personne là. Si tout le monde était en terrasse, je serais vénère parce que je suis là. Moi aussi, j'aime bien boire des verres en terrasse. Mais donc, ça me va complètement. Vraiment, j'ai pas senti les 38 jours. Je suis bon, je peux aller sur la station internationale dans l'espace, dans l'ISS. Mais du coup, tu fais quoi? Eh ben, je fais pas grand-chose. Je me lève, je regarde des trucs. Mais genre, tu regardes quoi? Tu mates des séries? Tu fais des... Non, je fais rien. Je fais comme si on me disait repos. Mais moi, j'aime bien rien faire. Hein. Oui, je sais. Donc, du coup, je fais rien et je suis bien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était justement pour la préparation de Noir. Non, c'était l'avant-dernière, du coup. Et tu m'avais dit justement que ça te saoulait un peu de savoir que t'as un rendez-vous. Genre parce que t'aimes bien être chez toi et juste rien faire et laisser chiller. Ouais, c'est un truc. En fait, je crois que ça m'oblige. C'est encore en cours de réflexion. Ah, là, vas-y. Le cours de ma réflexion actuellement, c'est que mon monde idéal, ce serait comme si on était dans un village. Parce qu'en fait, je me rends compte d'un truc. C'est-à-dire que si je passe chez toi, voilà, on est potes, tu me dis, vas-y, passe à la maison, pour aucune raison. Ou je passe près de chez toi, je dis, je suis en bas. Je fais, bah vas-y, passe prendre un verre. J'arrive. Je te dis, tu fais quoi? Tu me dis, là, je bosse sur mon spectacle. Et ça, tu sais, j'ai une blague, j'arrive pas à trouver. Je peux rester chez toi 3 jours et réécrire tout ton spectacle avec toi parce que j'étais là et que c'est comme si tu m'avais posé une énigme. Et je fais, un jeu. Voilà. Par contre, si tu m'appelles et que tu me dis, on peut se voir lundi à telle heure où tu peux lire mon spectacle et me faire un retour lundi, j'ai zéro envie. Et donc je me dis, c'est comme si mon idéal, c'était de marcher dans un village. J'arrive, t'as crevé, je change ton pneu, ça peut me prendre la moitié de la journée. Je continue de marcher, quelqu'un qui dit j'ai faim, je fais bien, on va cueillir des trucs, on va faire à manger. Les énigmes de la vie, ça me va. Mais le fait que ce soit préparé, qu'il y ait des espèces de buts, mais c'est pas encore clair dans ma tête. Je sais que j'en suis là dans ma réflexion, c'est de dire, je vois bien qu'idéalement, si tous les gens que j'apprécie, on vit tous ensemble dans une grande maison et qu'on se croise dans des pièces, je suis très content de travailler avec toutes ces personnes. Mais quand on me dit réunion demain à telle heure, je suis pas content. C'est quoi ton rapport à l'autorité? Je l'accepte que si elle a du sens. C'est-à-dire que, par exemple, je vivais hyper mal l'école, mais ce que je vivais mal à l'école, c'est que la plupart des profs disaient parce que c'est comme ça. Donc pour moi, c'était de l'autoritarisme, l'autorité où tu dis mais tu m'expliques même pas l'intérêt de l'autorité. Je pense que si le prof avait pris 2 minutes pour me dire écoute, en fait, c'est parce que vous êtes 35 et que c'est une ZEP et qu'en fait, il y a un programme et que nanana et que nanana. Quoi, une ZEP ? Une ZEP, c'est une zone d'éducation prioritaire. En France, c'est les endroits où les profs sont
sont en galère parce qu'il y a trop d'élèves, Ok. avec trop de problèmes, voilà, avec aucun moyen. Voilà. Je pense que vraiment j'aurais dit ah ok, et je me serais assis sagement en disant chut, taisez-vous, écoutez le cours. Vous voyez bien que c'est compliqué pour la personne en face. Mais comme ils disaient parce que c'est comme ça et pas autrement, sinon tu t'es collé. Je disais bah colle-moi, je m'en bats les couilles de ta vie. Donc mon rapport à l'autorité. Et par exemple, tu vois, moi je suis réal et j'accepte complètement parce que j'aime pas être autoritaire. Je déteste qu'on me donne une autorité sur quelqu'un. Mais quand t'es réalisateur, t'as une autorité qui est logique. C'est-à-dire que t'as une autorité sur un truc. En fait, c'est dans un but commun. Tout le monde est d'accord. On avance tous ensemble. C'est comme s'il fallait naviguer ou s'il fallait. Pour moi, la répartition des tâches qui demandent une autorité temporaire, je suis complètement d'accord. Mais l'autorité gratos, ça me... Et donc, c'est pour ça, quand je te dis réunion demain, mon premier réflexe, c'est de dire pourquoi il y a une réunion. Cette réunion est-elle un mail, tu vois, qui est la grande question du moment. C'est comme là, de tous les gens qui partent en télétravail. Et à un moment, tu dis, donc on était d'accord que ça servait à rien de venir. Que c'était une autorité gratuite de dire, tu viens à 8h, tu pointes, tu pars à 18h. Si tu pars avant 18h, tu es un mauvais élément. Tu n'auras pas ta prime. Mais c'est fou! Et moi, quand j'ai bossé dans les bureaux, c'était vraiment ça. C'était, en fait, il faut faire le moins de trucs pendant le plus de temps possible. Puisque si je fais 1000 trucs dans la matinée, j'ai pas le droit de partir. Donc, je vais faire un truc très lentement jusqu'à 18h. Et je disais, c'est fou, parce que qu'est-ce que vous avez pas compris dans le système pour mettre les gens dans une situation où ils vont travailler le moins possible pour pas avoir plus de travail en étant payé pareil. Et aujourd'hui, comment, du coup, dans tous les tafs que t'arrives à avoir ce rythme de travail où c'est genre quand tu te sens, quand t'as envie de bosser, quand tu te sens créatif, quand... Non, parce que sinon je fais rien. Donc en gros, là, ma stratégie actuelle, c'est vraiment quasiment, à part 2-3 exceptions, c'est que Kian. C'est Kian qui me dit j'aimerais bien faire ça. Et comme j'ai envie qu'il y arrive, et que je suis content de le faire avec lui, et que je sais que le voyage en lui-même va être trop cool au-delà de la destination, ça me donne envie, donc je dis oui. Mais sinon, je ferai rien du tout. Mais vraiment, tu vois, la preuve, là, ça fait 38 jours, je fais quasiment rien. Seul truc que je fais, c'est si Kian m'appelle et qu'il me dit ouais, t'as pas une idée pour ça? Je fais ouais, si, j'ai cette idée. Maintenant, laisse pas tranquille. Et je retourne à rien faire. Mais c'est quand même intriguant. Genre, t'as maté quoi? J'ai maté quoi? Ouais, genre 38 jours. Il faut de la matière, quoi. Mais tu sais, il y a pas mal de plateformes de séries. Il y a un truc qui s'appelle YouTube. Ouais. Quand tu regardes une vidéo, après, ils t'en proposent une autre. Il y a la Switch et la PlayStation. Et puis après, je suis pas tout seul. Je peux communiquer avec des gens aussi, grâce à la magie d'Internet. Je suis pas tout seul en confinement, donc je parle quand même. Je suis pas isolé. Mais je pense que même isolé... T'as zéro souci avec la solitude? Je sais pas. En fait, j'ai pas l'impression qu'on... En fait, je crois que le vrai truc avec le confinement, c'est la sensation qu'on nous impose quelque chose qui crée... C'est-à-dire que si c'était arbitraire, encore une fois, si pour zéro raison, il y a Emmanuel Macron, pour qui j'ai même pas voté, qui me dit t'es obligé de rester tout seul chez toi, je dis non. Mais là, en fait, il y a une pandémie mondiale. Donc, on me dit t'es obligé d'être tout seul. Je dis bah oui. Sinon, c'est bien. Venez, on le fait tous. Je sais pas, il y a un truc qui est... Moi, tant que c'est cohérent, je suis d'accord. C'est quand on m'explique pas que je m'énerve. Mais c'est pas parce que c'est cohérent que ça va rien te faire. Oui, là, il se trouve que, oui, s'ils avaient dit, pour lutter contre la pandémie, il faut tous qu'on fasse des joggings à 7h du mat, j'aurais été triste de faire des joggings à 7h du mat. Là, il se trouve qu'en plus, c'est un truc qui est pas... Mais ça veut dire que même un truc qui peut me plaire, c'est-à-dire être tranquille chez moi, rien faire, si tu me l'imposes, ça peut me contrarier. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu as déjà été surpris par la différence entre ce que ton rationnel et ton émotionnel te disent? Genre des trucs où tu ne comprends pas une émotion ou que tu
genre de manière rationnelle, tu comprends quelque chose et pourtant t'as une émotion totalement inverse? Non, enfin, ça m'est déjà arrivé, mais ça m'a pas surpris. Pourquoi? Bah parce que c'est un peu une base de la vie, non? C'est vrai que par exemple, t'es amoureux de quelqu'un qui est mauvais pour toi. T'as une différence entre ton émotion et ce que tu sais rationnellement. Mais ça te fait quoi? À toi qui aimes bien avoir les raisons. Eh ben, ça me fait travailler sur les raisons. C'est de dire, alors attends, comment j'analyse ça, tu vois? Par exemple, moi, je trouve que ça aide vachement à comprendre que les gens, ils sont pas tout blancs ou tout noirs. Le côté, c'est un connard, point. En fait, tout le problème de séparer l'homme de l'artiste, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si dans la société, il y a autant de débats et que personne n'arrive à vraiment... c'est genre, attends, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Si toute une société y réfléchit, toi, qui es toi-même comme une société, ça t'arrive dans ta vie. C'est-à-dire que finalement, la personne qui dit oui, mais bon, Polanski, quand même, ces films, ils sont géniaux, c'est pas très différent que quelqu'un qui dit bon, c'est vrai, il est alcoolique, mais vous le connaissez pas comme je le connais. C'est vrai qu'il me tape, mais tu vois. Et donc, c'est intéressant de l'analyser, de dire est-ce que je ferais pas mieux d'accepter que je peux aimer quelqu'un qui est mauvais pour moi, de savoir qu'il est mauvais pour moi et de pas m'en vouloir de l'aimer. C'est la différence entre aimer et avoir une relation. Il y a des gens que j'aime avec qui je peux pas avoir de relation. C'est pas possible. J'ai essayé, c'était de la merde. Mais là où ça devient compliqué, c'est si tu te rends pas compte que tu peux continuer d'aimer la personne tout en sachant qu'il est mauvais pour toi de t'inscrire dans une relation avec cette personne. Comme s'il fallait Dit désaimer. comme ça a l'air tellement simple d'accepter. En fait, je sais pas si c'est... Non, c'est pas un truc à accepter. Enfin, à accepter. Pourquoi ce serait compliqué de l'accepter? Puisqu'en fait, justement, je te dis l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui disent tu devrais passer à autre chose, et la personne en face qui dit mais je n'arrive pas à cesser de l'aimer. Moi, ce que je dis, c'est mais vous n'êtes pas dans le bon problème. Qui t'a demandé de cesser de l'aimer? On te conseille de cesser et tu te conseilles de cesser de la fréquenter. Oui, mais même ça, parce que si t'aimes quelqu'un, t'as envie de la fréquenter. Bah non, la preuve. C'est que quelqu'un qui dit je l'aime, mais cette personne est mauvaise pour moi, elle est donc en train de dire je l'aime, et le fait que je l'aime... Oui, mais t'as envie d'essayer. T'as envie de changer la conséquence qui est que ça se passe mal. Mais tu te dis, si je l'aime, peut-être qu'on peut trouver une façon pour que ça fonctionne. Ah oui, bah ça c'est super, faut le faire. Mais si ça fonctionne pas, faut arrêter. Oui, mais tu faut pas arrêter de l'aimer. Mais tu peux pas être sûr que ça marchera jamais. Peut-être il y a une chance sur 100 000 que vous trouviez la bonne configuration, machin, et tu vas dire, attends, je vais la trouver, trouver. Bah c'est si ta conclusion, c'est ça vaut encore le coup d'essayer, continue d'essayer. Mais si la conclusion qui consiste à dire que ça vaut le coup de continuer d'essayer, elle est juste due à la cause qui est que tu l'aimes, c'est pas bon. C'est-à-dire que moi, si tu me dis ça, je dis ouais, mais le fait de l'aimer, c'est pas du tout suffisant. Si tu l'aimes et que cette personne te fait du mal et que t'es malheureuse au quotidien, pourquoi tu veux quand même essayer? Si t'as des bonnes raisons de continuer d'essayer, et tu dis bah en fait, cette personne a entamé une thérapie et je sais qu'elle est en train de bosser. Je fais ok, c'est une bonne raison. Mais si tu dis la seule raison c'est que je l'aime, je fais mais non, c'est pas une bonne raison. Puisqu'on choisit pas qui on aime, on choisit avec qui on est. Mais on choisit pas qui on aime. Est-ce que t'es un bon ami? Bah c'est comme... Malheureusement, je vais toujours répondre la même chose. Ça dépend pour qui. Pour les gens qui continuent de partager une amitié avec moi, j'imagine que oui. Et pour les gens qui sont partis, non. Enfin, je sais pas, je pense que c'est des questions de se correspondre. Mais genre, est-ce que des fois, t'as des comportements, tu te dis, putain, j'aimerais bien ne pas avoir ce comportement-là, mais je suis plus égoïste que je n'ai envie d'être une bonne personne? Alors, je vais jamais répondre simplement, je suis désolé. Non, mais tant mieux. Hein. Non, mais il y a une raison qui est que l'idée, c'est d'être avec des gens qui te supportent. Donc, pour moi, quand tu commences à te dire « Ah, j'aurais préféré ne pas agir comme ça pour plaire à l'autre », je trouve qu'il y a un problème. C'est que tu dis « Mais pourquoi tu devrais te transformer pour l'autre ? Tu devrais te transformer pour toi-même. Et tant mieux si l'autre
t'as montré quelque chose que tu n'aimes pas en toi, mais si c'est un truc avec lequel t'es censé être d'accord, mais que juste pour quelqu'un d'autre, tu veux le changer, ça pose un problème. Je sais pas si je suis... Si, totalement. Donc du coup, ça fait que j'ai pas trop cette situation-là, parce que j'essaie de m'entourer de gens qui me comprennent et je m'explique en fait. Tu vois, je vais dire, moi je suis pas du matin. Donc si tu le prends perso, que je voyais pas venir à ton truc parce que c'est le matin, sache que c'est pas contre toi, c'est contre le matin. Maintenant, si toi, t'as un besoin absolu, t'as vraiment un réel besoin qui s'entend et qui a peut-être de bonnes raisons que je me lève le matin, sache qu'on n'est pas fait pour traîner ensemble et que c'est pas grave, c'est de la faute de personne, c'est juste qu'on se correspond pas. Mais si maintenant toi, ça te fait rien qu'on se voit l'après-midi plutôt que le matin, sache que je serais plus heureux si on se voit l'après-midi. Donc tu te retrouves avec les personnes qui te correspondent. Si maintenant, quand la personne me dit mais c'est hyper important de se lever le matin et que je rentre chez moi, je me dis putain, attends, il faut que je réfléchisse pour moi-même, mais c'est vrai, je gâche mes matins. Là, ça devient mon problème à moi que je dois résoudre et je remercie la personne de m'avoir. C'est comme quelqu'un qui vient te dire là, t'es pas un bon féministe. Si toi, dans l'absolu, tu dis mais je veux être féministe, bah t'écoutes attentivement ce que dit la personne, ça t'alimente pour t'améliorer. Mais si la personne dit moi je trouve que t'es pas un très bon capitaliste. Moi, je veux pas être capitaliste. Donc je dis, bah oui, je le sais. Et si ça t'embête, on va pas traîner ensemble. C'est quoi le dernier truc que, du coup, t'as remis en question de cette façon parce que quelqu'un t'avait fait la remarque et où tu t'es dit, putain, ouais, en fait, ça me va pas? Je sais pas, parce que je trouve que enfin, pour moi, c'est tout le temps. Pour moi, tu passes ton temps à avancer vers ce que tu considères comme la meilleure version de toi-même. Il n'y a pas eu des switches particuliers dernièrement où tu t'es dit, putain, ça, Bah, en fait, j'ai l'impression que si tu t'inscris dans la démarche dont je parle, tu as rarement des switches parce que tu passes ton temps à tout faire petit à petit. Mais du coup, ça peut... Bah, en gros, si tu me prends il y a 10 ans et que tu me compares, on dirait un switch, mais je pense que c'est une évolution. En fait, c'est tout l'intérêt de quand il y a un article qui passe... En fait, t'es de plus en plus précis. Je sais pas, par exemple, là, je prenais féminisme. Après, on te dit, oui, mais... Et le féminisme intersectionnel? Je fais quoi? Tu vois? Sauf qu'au moment où tu t'avances dans ce truc-là, tu fais, ah, ok, ouais, il y avait aussi tout ce pan dont j'ignorais l'existence. Et donc, tu sais maintenant qu'il existe, mais c'est comme une petite avancée, tu vois. Ouais. Et du coup, quand après, il y a un article précis sur un sujet de l'intersectionnalité, tu dis, ah, ok, à l'intérieur, c'est comme des ramifications, mais t'avances petit à petit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que, mais après, là, je pars dans un autre truc, mais que c'est un travers humain qui cause vraiment beaucoup de problèmes, qui est qu'on n'est jamais en gros, faut pas être fier de ce que tu viens d'apprendre parce qu'en fait il y a encore 1 million de trucs à apprendre derrière et le jour où tu seras Einstein sachant qu'Einstein je pense qu'il était plutôt humble, tu pourras la ramener en physique mais tu devrais beaucoup moins te prendre pour Dieu parce que tu as compris un truc avant-hier, tu vois. Je pense que c'est un truc que beaucoup de gens ont, ils apprennent un truc hier. Ils t'en parlent aujourd'hui comme s'ils le savaient depuis toujours, sans se rendre compte qu'ils en savent pas le millième. Et donc, je trouve qu'il y a un truc un peu problématique là-dessus. Parce que du coup, tu t'arrêtes. Tout d'un coup, tu as une certitude. Il n'y a pas moins... je reprends le même exemple. Il n'y a pas moins féministe que quelqu'un qui croit qu'il l'est. Parfaitement. C'est l'argument numéro 1. Quand tu dis à quelqu'un, bah là, c'est problématique ce que tu viens de dire. La personne qui te répond, ah non, moi, je suis pas sexiste. Bah, il n'y a pas pire, en fait. Tu dis, ah, ok, waouh, c'est ouf. T'es la seule personne pas sexiste du monde. C'est trop bien. Parce qu'en fait, nous, on a réfléchi à plein de trucs et on se rend compte qu'on est tous sexistes, qu'on a tous des biais et tout. Et toi, en fait, t'es né... c'est incroyable, tu vois. C'est le gars qui dit, je vois pas les couleurs. Tu vois pas les couleurs. C'est dingue. Mais en fait, c'est pas vrai. Il voit les gens, il voit des couleurs et juste, il se raconte qu'il voit pas les couleurs. Donc, quand on lui donne un article qui dit comment éviter les biais racistes, il dit oh bah pas pour moi, ça sert à rien que je lise ce truc puisque je suis pas raciste. J'ai fait à une Étienne Klein là, tu vois par exemple. T'as dit un mot, je suis parti. Mais c'est très bien. Je pense que je vais enlever toutes mes questions du podcast et juste. Tu vas mettre des bruits de rue
Tu vas appeler ça marcher-parler. Ouais. Et tu vas relancer mon... Tu sais que j'ai compris seulement aujourd'hui le jeu de mots Radio Navo. Mais c'en est même pas un. C'est-à-dire que, en fait, je vais appeler ça Radio Navo. Et effectivement, en me le disant, je me suis dit, ah, ça ressemble à Radio... C'est par rapport à Radio Nova, tu sais. Ouais. Je me suis dit, ah, ça ressemble à Radio Nova, mais on s'en fout. Ouais. En fait, je me suis plus dit, ah, c'est peut-être un problème, ça va trop ressembler, bon, allez, on s'en fout. Et après, des gens sont venus me dire, ah, pas mal le jeu de mots. Je suis ouais, non, en fait, c'était pas... C'est juste mon nom qui ressemble. Donc, Quel genre de conversation te stimule? Parce que, en fait, ça doit être assez angoissant, je trouve, d'être pote avec toi, dans le sens où ça doit être stressant de jamais être assez. Quoi? Tu trouves pas? Enfin, tu comprends? Jamais être assez? De jamais être assez, mais tout le monde est assez? Ouais, mais jamais être assez, tu vois, c'est pas... Genre là, concrètement, toutes les questions que je pose, je me dis, putain, c'était teubé. Quoi? Mais non, mais pourquoi? Mais pas du tout. Attends, je comprends pas. Mais pourquoi? Tu vois, Attends, pourquoi tu t'es dit que la question était teubé? parce qu'il y a ce truc. Et là, on va avoir une conversation, puisque ça répond en même temps à ta question. Voilà les conversations qui m'intéressent, qui me stimulent. Parce que genre, c'est comme si t'avais réponse à tout, entre guillemets, parce que t'as toujours réfléchi 4 fois plus loin. Et du coup, c'est assez... Pas forcément. Demande-moi des trucs de géographie. Non, mais ça, c'est de la culture générale. Toi, c'est de la réflexion. Je parle de mécanisme, pas de connaissance. Oui, mais du coup, comment? Par quel biais? Voilà, comme ça, tu vois une conversation qui me stimule, parce que pour moi, alors, entre parenthèses, je pense qu'on apprend de ses erreurs, mais qu'on apprend aussi des erreurs des autres. Et qu'une façon d'apprendre sans faire d'erreur, c'est de parler avec quelqu'un et de voir s'il y a une erreur ou pas. Et donc souvent, ce que je fais, c'est que je cherche une erreur. Ce qui ne veut pas dire que je considère que la personne est bête et qu'elle a fait une erreur. C'est que pour moi, on la cherche ensemble, parce que j'aurais pu la faire, qu'est-ce qui se passe? Et viens, on arrête de la faire. Là, quand tu me dis, je pose une question, tu réponds à un truc, ma réponse était pas bonne? Les questions que tu as posées, tu as trouvé que mes réponses étaient pas bonnes? Mais non, mais c'est juste que je me dis, si... Mais c'est pour que tu vois mon cheminement. Tu as trouvé que mes réponses étaient pas bonnes? Ou tu as trouvé qu'elles étaient... Bah si. Voilà. Si tu as trouvé que mes réponses étaient bonnes, et qu'elles sont apparues parce que tu as posé une question, comment ta question peut ne pas avoir été bonne? Mais oui, mais le truc, c'est que je me dis, moi, la plupart des questions que je pose, je ne saurais pas y répondre. Et le fait que toi... C'est bien, c'est pour ça qu'on pose des questions. Bah oui, mais le truc, c'est que je me dis, putain, si il a la capacité de répondre à tout sans avoir à réfléchir en amont et qu'il peut juste la sortir comme ça veut dire qu'il doit grave se faire chier quand il a des conversations classiques, tu vois. Parce que si tu es capable d'analyser et d'arriver à des conclusions aussi rapidement, mais les gens doivent être tellement lents pour toi. Alors attends, parce que ça, c'est une autre question. Attends, parce que là, vas-y, tu me dis quand je pose mes questions, je me trouve bête. Mais c'est le principe d'une question. C'est-à-dire que c'est comme un prof, quand il dit à un élève, t'es bête. Moi, je dis à tous les élèves du monde, si un prof vous dit t'es bête, tu dis, ben oui, c'est pour ça que je suis là. Si j'étais pas bête, je serais pas dans ta classe. T'es là pour m'apprendre des trucs. Ça part de ma bêtise. C'est-à-dire que juste que le mot bête, on le prend comme une insulte. Ouais. Mais en gros, c'est j'ai une ignorance et t'as une connaissance et tu me la donnes. Là, tu fais une interview. Ça veut dire que, par définition, c'est forcément une ignorance, puisque le but d'une interview, c'est de récolter des informations sur une personne. Donc, je comprends pas. Si je vais voir quelqu'un que je connais pas, je lui dis comment tu t'appelles, il me donne son prénom, je me dis pas qu'est-ce que c'était bête. Ça lui semble tellement évident qu'il s'appelle comme ça, et moi je le savais même pas. Pour moi, c'est logique qu'une question parte d'un... Mais tout le monde n'a pas réfléchi à comment j'analyse tel truc, comment est-ce que tu fais la différence entre aimer quelqu'un, vouloir être avec quelqu'un et tout. Il y a plein de gens qui n'ont pas de réponse à ça et qui juste un peu subissent les choses. Si toi, tu as eu la réflexion pour ça, si tu es capable de l'expliquer par A plus B et que ça me semble d'une simplicité teubée quand tu l'expliques... Mais après, c'est peut-être parce qu'on a des affinités. C'est-à-dire que crois-moi que je peux faire 1h30 sur comment être un bon allié du féminisme. Quelqu'un qui est anti-féministe, qui est purement sexiste, il trouve que c'est de la merde ce que je dis. Oui, mais... Donc là, c'est juste qu'on est d'accord et que du coup, pour moi, c'est toi là qui pêche c'est toi qui te descends toute seule. Je suis d'accord avec lui. Bah cool. Mais oui, c'est cool, mais c'est... Si tu sais que t'es d'accord... logique. En fait, j'ai l'impression que les arguments sont assez... Bon, je suis très
très facile à convaincre et tout ça. Mais pour moi, c'est logique, c'est A plus B, comme si c'était vraiment une solution mathématique à un problème, un truc logique. Oui, mais alors d'accord, mais parce que on en parlait tout à l'heure sur le côté, est-ce qu'il y a des gens qui te trouvent relou? C'est une solution mathématique à mon problème. Tu me dis comment est-ce que tu gères tel truc, je te donne ma solution pour moi. En fait, on est plutôt dans le champ des opinions. Là, je t'ai pas fait une démonstration et à la fin, tu dis, donc oui, la vitesse de la lumière est finie. Tu vois, c'est juste que là, j'ai forcément raison puisque c'est qui je suis. Bah écoute, maintenant je vais devenir toi parce que tes solutions me semblent très bonnes. Mais ça, c'est autre chose. Mais là, quand tu dis que t'es facile à convaincre, je me dis, bah oui, mais donc peut-être que, tu vois, c'est toute la force de Éric Zemmour. Ou tu vois, il y a des gens, ils savent très bien faire de la rhétorique, ils arrivent à convaincre des gens de trucs qu'ils auraient jamais pensé. Ils disent juste, oh, il l'a bien dit, ça a été bien démontré. C'est un peu les complotistes, tu vois, quand tu regardes une vidéo complotiste, tu vois que c'est bien fait. Quand elle est bien faite, tu te dis, elle est bien faite quand même. Ils ont bien laissé les trucs où il faut, ils ont avancé des arguments comme il fallait. Et donc, ça peut être aussi un problème. Moi, je suis pas là pour convaincre les autres. Si tu me parles, tu me poses une question, je te réponds pour moi. Mais je trouve qu'on est dans le champ des opinions. Je suis d'accord. Donc te laisse pas convaincre aveuglément par ce que je dis. Peut-être, pour moi, le truc le mieux, c'est de dire, ah ok, je vais réfléchir à ce que cette personne a dit, je vais le prendre en compte dans ma réflexion à moi, mais comme je fais une réflexion pour moi et pour mes opinions et pour ce que je veux dans ma vie, c'est pour ça que je dis que j'ai pas trop de certitude. Moi, j'arrive jamais à voir quelqu'un en disant non, fais pas ça. Ou arrête l'école. Ou continue les cours. Ou moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne elle trouve ce qui lui correspond. Est-ce qu'à refaire, tu referais la même chose dans ton parcours? Ouais, je pense. Ça, c'est un peu en fait, c'est dur de déterminer où commencent et où s'arrêtent les leçons de la vie. Donc, il y a un peu ce truc, un peu comme dans les films, un peu comme dans l'effet papillon, les trucs comme ça. De dire, mais oui, mais en changeant ça. McFly qui s'efface de la photo, quoi. Ouais, voilà, en changeant ça, tu te rends pas compte, mais ça t'a apporté ça, qui t'a apporté ça. Je trouve que c'est hyper dur de le déterminer. Surtout a posteriori, parce que ça veut dire que tu as pu tirer une leçon, exactement, tu as pu faire de la merde, et quand on te dit, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, tu réponds non, mais la seule raison pour laquelle tu réponds non, c'est parce qu'à l'époque, tu as fait de la merde et tu t'en es rendu compte et ça t'a donné suffisamment de réflexion pour que tu puisses aujourd'hui répondre non. Et donc, est-ce qu'en l'enlevant, C'est quoi la fois où tu as fait genre un truc vraiment nul mais qui t'a appris beaucoup? En fait, je pense que comme vers l'adolescence, entre 16 et 20 ans, j'ai pris une décision, c'est-à-dire que j'ai dit mon objectif, c'est de jamais mentir. En fait, ça fait que j'ai pas fait trop de trucs. J'ai l'impression qu'une fois que tu mens pas. T'as jamais menti? Bah, j'ai pas jamais menti, mais c'est ton objectif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu te dis, ok, comment faire pour me sortir de ce bourbier sans mentir? Et en fait, tu te rends compte que quand tu rajoutes sans mentir, ça évite beaucoup de trucs. Tu peux pas te retrouver dans Breaking Bad. En fait, tu prends n'importe quel truc, tu regardes, c'est une descente aux enfers. Et dès que je regarde une histoire de descente aux enfers, moi, je le réanalyse en me disant, donc moi, dans cette situation, j'aurais juste rajouté sans mentir. Et tu te rends compte que quand tu dis sans mentir, ça devient compliqué d'être vraiment un gros bâtard. Tu vois, parce que du coup, t'es obligé de dire la vérité. Donc, si tu fais de la merde, t'es obligé de le dire. S'il y a quelque chose qui te convient pas. J'ai l'impression que c'est souvent quand même le fait de mentir. Et en plus, quand tu commences à essayer de plus mentir aux autres, t'arrives à plus te mentir à toi-même. Donc, ça aide vachement à. Puisqu'en fait, si tu te mens à toi-même et que tu le dis en toute sincérité à quelqu'un, tu lui as menti sans le vouloir. Mais tu le sais pas, est-ce que c'est un mensonge? C'est ça. Donc, ça devient un peu un objectif de pas te mentir à toi-même pour pouvoir livrer à l'autre le truc le plus sincère possible. T'as un blog qui s'appelle 140 000 caractères? Ouais.
t'écris des poèmes, des choses enfin des textes et tout, est-ce que c'est un truc vers lequel tu comptes aller à un moment ou qu'est-ce que ça t'apporte, ça, d'écrire ce genre de choses? Alors, je compte aller, je considère que j'y suis puisque je le fais. Tu veux dire compte aller, genre en faire un livre? Du texte. Non, mais genre, toi, écrire davantage de textes écrits que tu publies. Ah non, bah si tu regardes les dates, Ouais, c'est long. Enfin, c'est il y en a un en 2019 et... Ouais, puis après il y en a avant, c'est un en 2017. Ouais. Donc non, en fait pour moi c'est juste un endroit où parfois j'ai envie d'écrire un truc et c'est là que ça va, quoi. Et après tu sais pas ce que ça peut devenir, tu vois. À l'époque, j'avais écrit un truc qui s'appelait J'y pense et je souris, ou un truc comme ça, Mhm. ou pas loin. Et c'est devenu un épisode de Bref, tu vois. Mhm. Donc c'est juste un endroit. C'est des notes en public. En fait, en gros, c'est un blog dont je parle pas du tout. Je fais aucune promo. Là, je t'en parle parce que tu m'en parles. Mais du coup, l'idée, c'est qu'à cet endroit-là, c'est vraiment quelques personnes. Je sais pas combien de personnes, une petite centaine. Tu vois, je pense pas qu'il y a grand monde qui lit ces trucs-là. Donc, c'est une espèce de petit labo à côté. C'est une espèce de je sais pas comment dire. C'est comme si je sais pas, comme si on te dit, tu savais que machin, en fait, il avait un carnet dans son tiroir, on l'a retrouvé. Voilà. Il y en a que 8 que ça m'intéressait. J'aimerais tellement lire le carnet de machin. Tu vois. Non, mais pourquoi c'est pas dans un carnet alors? Pourquoi tu le publies? Parce que je pense que ça fait partie du processus de savoir. Il y a des trucs que j'écris qui sont pas du tout publiés, que je mets nulle part, et il y en a où ça fait partie du processus de savoir que ça va être lu. Ok. Mais peu importe par qui, mais c'est plus le fait de savoir que ça va être lu, tu vois. Pour moi, ce serait comme de dire pourquoi tu tags pas que chez toi. Pourquoi je quoi? Tag. Oui. Pourquoi tu fais des graffitis, pourquoi tu fais pas que chez toi. Tu sais même pas qui les regarde, c'est pas dans une galerie, tu sais pas ce que les gens en pensent, t'as pas de vrai retour, pourquoi tu les mets dehors? Je pense que ça fait partie d'un process, mais qui est pas pas la même implication du public, tu vois. Je lis pas les commentaires dessus, si quelqu'un me parle, je réponds gentiment, mais j'ai l'impression que c'est quand même un process de savoir que c'est dehors. Ok. T'as quel rapport avec le fait d'être une personnalité publique et en même temps semi-publique parce que tu restes souvent justement à moitié dans l'ombre? Comment est-ce que c'est un truc qui te plaît quand même un minimum ou vraiment tu t'en bats les couilles? Non, je crois que je m'en bats les couilles. En fait, c'est moins moi que l'œuvre. Donc en fait, il y a deux trucs différents, quoi. Le retour des gens sur une œuvre, le fait qu'ils l'ont appréciée, que ça les a fait rire ou que ça les a touchés d'une façon ou d'une autre, m'importe d'un point de vue, on va dire, général. M'importe pas chez l'individu. Si toi tu me dis j'ai rien regardé de ce que t'as fait, je fais cool. Ou j'ai regardé, j'ai détesté, je fais ok, super. Mais pour moi, il y a quand même un truc où l'œuvre existe aussi parce qu'il y a un public. Et après, en tant que personne, de personnalité, bah, ça va un peu avec, alors que ça devrait pas être obligé. Tu vois, je suis d'accord avec Faux, vous les Daft Punk, cachez-vous si vous n'avez pas envie. Et du coup, le côté personnalité, moi, je trouve que c'est un peu creux, quoi. Mais c'est un problème parce que je travaille avec beaucoup de gens où les retours que les gens font sur leur personnalité leur importent beaucoup. C'est le cas de beaucoup d'artistes qui ont une envie d'être validés par le monde, d'être reconnus. Il y a souvent des blessures originelles qui font que ça leur fait vachement de bien qu'on leur dise c'est super ce que tu viens de faire, t'es quelqu'un de super. Donc je dis pas que ça sert à rien que les gens fassent des retours, même les retours un peu négatifs, parce que j'ai l'impression que il faut qu'il y en ait quand même quelques-uns de négatifs pour que la personne se dise ok, donc je suis pas fou, c'est bien 99% des gens qui me trouvent super. Mais je le sais grâce à ce 1% qui m'aiment pas. Sinon, peut-être que ça veut rien dire. Mais s'il y en a qui disent qu'ils aiment pas, et qu'il y en a plus qui disent qu'ils aiment, c'est qu'ils m'aiment. Tu vois. Donc, le truc, c'est que moi, je trouve que ça a pas trop de sens parce que je considère qu'on connaît pas quelqu'un en le voyant 1 heure par semaine dans un podcast ou en écoutant ce podcast-là, tu vois. Donc c'est un peu vain. Et je le vois même, tu vois, parce que ça peut arriver. Des fois, les gens se rendent pas compte que le message d'avant, je le vois aussi. Tu sais, sur des messages, je sais pas, sur Instagram ou des trucs comme ça. Donc tu vois bien que t'as fait une blague, t'es un génie, ce qui est déjà disproportionné.
Et après, t'as dit un truc qui leur plaît pas, et t'es la dernière des plus grosses merdes, mon gars. Et tu dis, c'est fou parce que c'est la même personne. C'est-à-dire qu'elle s'est trompée 2 fois. Elle aurait dû jamais avoir d'avis sur moi qui je suis. Elle en a eu 2 fois, et c'est tellement extrême dans un sens et dans l'autre que finalement, ça prouve un peu que ça veut rien dire. Tu vois. Du coup, ce côté personnalité, je dis oui, bon. Surtout que c'est différent du persona que t'as sur scène. Si je montais sur scène et que je mets en scène un personnage, les retours que les gens font sur ce personnage, c'est intéressant parce que le personnage est une œuvre. Mais moi, en tant que personne, ça m'intéresse pas vraiment de savoir ce qu'une masse d'inconnus pense de ma personne, alors qu'ils se tombent pas d'accord déjà sur est-ce que Dieu existe. Tu vois, moi, tu vois, il y a un truc, c'est bon, mais mettez-vous d'accord sur des trucs entre vous déjà. Tu vois, je sais pas comment dire, c'est. Donc ça me paraît un peu vain. Ouais. Mais je trouve ça dingue que ça ne t'atteigne pas. Mais en fait, ça peut t'atteindre, mais pour d'autres raisons. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui va me dire un truc extrêmement violent, extrêmement méchant, ça va pas m'atteindre parce qu'il est méchant avec moi. Je suis pas là, oh, il est méchant. Mais ça m'atteint sur le fait qu'il y a des gens qui peuvent être aussi méchants dans le monde. Je me dis, mais cette personne, elle existe. Moi, bon, c'est un message extrêmement méchant sur Instagram qui m'envoie, ou sur Twitter. Mais cette personne, elle a des gens autour d'elle. Et cette personne existe dans le monde. Et si elle se permet de parler comme ça à moi, j'imagine que cette personne va pas se gêner pour parler comme ça à son enfant ou à des gens autour de. Et c'est plus ça qui va me faire de la peine, de me dire, ah oui, c'est vrai, il y a des gens, ils sont vraiment méchants, quoi. Quelqu'un, il s'est dit, tiens, il faut absolument que je trouve le bon agencement de mots pour essayer de faire le maximum de peine possible à cette personne que je déteste pour plein de raisons complètement dérisoires. Donc ça existe, quoi. Donc ça peut quand même, tu vois, faire de la peine. Ouais, mais même en bien, en fait, je trouve ça fou que ça te... Genre, ton ego, il n'y a jamais de vague en fonction de... Si, mais mon ego, je le mets dans les œuvres. C'est-à-dire que peut-être que je pourrais avoir une blessure égotique si je fais un truc et que vraiment un maximum de gens me disent c'est le pire truc que tu as fait de ta vie. Et là, pourquoi est-ce que ça te poserait problème si toi, c'est quelque chose qui te plaît? Enfin, est-ce que ça te poserait problème déjà? Ça me poserait pas problème, ça me pose problème parce que je travaille pas tout seul, je pense. C'est-à-dire que j'aurais l'impression d'avoir mal fait, tu vois, d'avoir trahi quelqu'un. C'est plus ça. C'est pour ça d'ailleurs que je fais pas trop de trucs solo. C'est que j'en ai un peu rien à foutre. Mais par contre, de travailler avec quelqu'un pour qui c'est important, ce que le public va penser de ce qu'on fait, ça me motive pour faire un truc bien, quoi. Est-ce que tu as des ambitions long terme? Est-ce que j'ai des ambitions? Et ça peut être avoir une maison à 7 et un potager. Oui, je sais bien. Ouais. Je pense pas que j'ai l'air très décadent. Mon ambition, mais en fait, c'est pas trop, de m'entourer, c'est d'être le plus tranquille possible, entourer des bonnes personnes. J'ai des ambitions d'équilibre avec autrui, je pense. J'ai pas trop de problèmes d'équilibre avec moi-même, j'ai des problèmes d'équilibre avec les autres. C'est-à-dire? De trouver des gens avec qui ça s'équilibre, tu vois, où tu dis, la vie, elle est vraiment cool, c'est bien équilibré. Et là, c'est déjà le cas où il y a encore des gens avec qui tu deviens ami maintenant, genre? Ouais, ça peut arriver, mais c'est pas un besoin en tout cas. Je dis pas, je manque d'amis. Mais est-ce que tu as encore des besoins qui sont pas comblés? Moi, je pense qu'ils commencent à être extérieurs à moi. C'est-à-dire? Je commence à avoir besoin que les autres aillent mieux. Tu vois, donc et je pense que tu commences autour de toi et puis avec un peu de chance, le cercle s'agrandit. Mais je pense que quand tu vas bien, t'as quand même je sais pas comment dire. Tu vois, si ton but c'est de faire des bêtes de soirée sur ton yacht, une fois que t'as le yacht, il faut des gens dessus.
Et donc il y a un peu ce truc-là, c'est genre tu dis maintenant que si ça va bien pour moi, ce serait bien que ça aille mieux pour les autres, et en plus si ça ira mieux pour eux, ils voudront que ça aille mieux pour les autres. C'est un cercle vertueux. Donc il y a un peu ce truc-là, mais du coup sinon je sais pas trop. Les ambitions, c'est pas trop mon. Juste qu'on me laisse tranquille et que. Donc non, je pense que ouais, je sais pas. Plus je vais réussir à trouver des solutions au fait que je suis pas d'accord avec des trucs en place et qu'on n'arrive pas à m'expliquer pourquoi ils sont là, ou alors je suis pas d'accord avec les raisons pour lesquelles ils sont là, dans les relations, dans la vie, dans la société, dans nos métiers, dans nos interactions, dans notre façon de vivre ensemble, plus je serai content. Et genre, qu'est-ce qui te pose problème, par exemple? Enfin, pose problème, en tout Mais cas. c'est pas que ça me pose. Enfin, qui me. Mais je sais pas, il y a tout en fait. C'est. En fait, c'est assez bizarre de. Tu vois. En fait, de te dire que chaque chose qui a pas une bonne. Tu vois, par exemple, tout ce qui est, par exemple, qui relève de la tradition, ça me pose déjà un problème. Parce que quand on me dit, ouais, mais c'est la tradition, je dis oui, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont décidé il y a 3000 ans et qu'on continue de le faire pour aucune raison. Il y a un exercice de pensée, je sais pas si tu la connais, avec les singes. En gros, j'essaie de la faire vite, c'est genre. Mais c'est un exercice de pensée, mais on peut l'imaginer comme une vraie expérience. Et on a tendance à se dire, ah oui, ça devrait se passer comme ça. C'est en gros, tu prends 6 singes, d'accord, tu les enfermes, tu mets un système avec une banane ou ce que tu veux, disons que c'est une banane puisque c'est des singes. S'ils essaient de prendre la banane, ça leur fait tomber de l'eau dessus, sur tout le monde. Donc dès qu'il y en a un qui essaye de prendre une banane, tout le monde se fait arroser, ils ont tous le seum. Une fois que c'est bien compris, tu te rends compte que dès qu'un singe essaye d'attraper la banane, les autres le frappent, en disant mec, déconne pas. Et là, en fait, t'enlèves un singe et tu mets un nouveau singe. Et donc lui, il est pas au courant. Il voit une banane, il veut la prendre, mais il se fait taper. Donc il la prend pas. Et une fois que tu vois que ce singe-là, il va pas la prendre, t'enlèves un autre singe, t'introduis un nouveau singe, qui se fait taper, etc. Et une fois que t'as remplacé tous tes singes, t'enlèves le système qui faisait tomber de l'eau, et t'as plus aucun singe qui va aller chercher la banane. Mais si tu pouvais lui parler et lui dire pourquoi est-ce qu'il faut pas toucher cette banane, il sait pas. Et s'il y en a un qui essayait, il le taperait. Il se ferait taper. Ouais. Et s'il arrive quand même, s'ils se mettent tous d'accord en disant venez, on réessaye quand même, ça fait longtemps, on sait même qui sait pourquoi on ne devait pas toucher cette banane. Moi, j'ai juste le vague souvenir que quelqu'un qui s'est fait casser la gueule a cassé la gueule à quelqu'un qui s'est fait casser la gueule, qui m'a cassé la gueule. Et ben là, il prendrait la banane et il dirait cool, on pouvait la manger depuis le début. Et pour moi, c'est cette réflexion-là dans quasiment tout ce qu'on fait. Je dis, tu le fais juste parce qu'on t'a dit que c'était comme ça, et la personne qui t'a dit que c'était comme ça, elle te le dit parce qu'on lui a dit que c'était comme ça. Mais on t'a pas expliqué pourquoi. Et si on t'a expliqué pourquoi, c'est une bonne raison de le perpétuer. Mais si on t'a pas dit pourquoi, c'est bizarre. Interroge-toi toi-même sur ce que toi tu veux, et en plus on est nombreux, donc il y a moyen qu'il y ait suffisamment de gens qui soient d'accord pour qu'on puisse traîner ensemble. S'il y a suffisamment de gens qui sont d'accord pour on se lève plus tard le matin, typiquement c'est ce qui m'arrive dans le métier où je suis, où il y a quand même une majorité de gens qui sont tout à fait d'accord pour se lever plutôt tard, travailler plus tard, et ben il n'y a aucune raison de dire comme il est de tradition de se lever à l'aube, sinon tu n'es pas un bon travailleur. Et ben voilà, on s'est tous mis d'accord, nous on se lève à 14h et on vous emmerde. Et il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc pour moi, plus j'avance là-dedans, plus je suis content. Donc je pense que mon ambition, c'est de comprendre, démêler les choses qu'on fait pour aucune raison et celles qu'on fait pour des bonnes, continuer de faire celles qu'on fait pour des bonnes et convaincre suffisamment de gens de ne pas faire celles qu'on fait pour des mauvaises. Et de me réunir avec ceux qui sont d'accord. T'es longue ma réponse. Du coup, tu vas vraiment le créer ton village. Ouais, c'est ce que Kian il me dit. À chaque fois, il me dit, toi, tu vas créer une communauté à un moment, tu vas devenir un gourou. Ouais. Et je suis là, ouais, mais en même temps, on voit ce que ça devient les communautés. Je pense qu'il y a un truc vraiment humain dans le fait de vouloir absolument des chefs, des traditions, des rituels, des machins. Et donc, du coup, tu dis, mais non, on va créer une communauté, on va être 3 dedans. Il va falloir qu'on se trie sur le volet, parce que dès qu'on va être plus de 12, ça va repartir en couille. Les phénomènes de groupe sont horribles. Donc voilà, tu pourras poser ta candidature si tu veux venir dans ma belle communauté.
où on se lève pas à l'aube et on fait les choses pour des raisons explicables. C'est quoi le truc où c'est le plus marqué pour toi que c'est une tradition et que tu comprends pas pourquoi on continue de faire ça? Alors déjà, comprends pas. Non, enfin si tu C'est comprends, que je mais suis pas d'accord. t'aimerais qu'on remette en question la tradition, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, une fois que la personne l'a remis en question, n'importe quelle tradition, si elle m'explique qu'elle l'a remis en question et qu'elle est arrivée à la conclusion que c'est ce qu'il lui fallait. Oui, il faut que ce soit un choix et pas une fatalité, quoi. Ouais, c'est ça, sauf que c'est souvent un choix. C'est juste les raisons du choix. Mmh. Tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends polyamour, monogamie, moi, je suis polyamoureux, j'ai aucun problème, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Il y a des polyamoureux qui disent aux monogames qu'ils ont tort. Je dis, mais non. Moi, pour moi, quelqu'un si c'est pas pourquoi il est monogame et que c'est parce que papa et maman lui ont dit, ça me convainc pas beaucoup je me dis, s'il était né dans une communauté polyamoureuse, il serait polyamoureux apparemment. Donc il n'est pas en train de me dire ça me correspond. Il est en train de dire ça me va comme ça et j'y touche pas. Ce qui est un choix. Mais moi, c'est pas mon délire. J'aime bien remettre en question, et j'ai pas tout remis en question dans ma vie, mais j'aime bien remettre en question, et il y a des choses où je me dis, c'est quoi, j'ai pas envie de le remettre en question, c'est bon, apparemment c'est un jean qu'il faut mettre, j'ai pas besoin de m'exprimer par la mode, c'est quoi, je vais au plus simple, je mets un jean. Donc je comprends complètement. Mais j'irai pas dire à quelqu'un qui met un truc jaune fluo avec des rayures beige qu'il est con. Je me dirais juste, apparemment, lui, il a vraiment réfléchi dans ce domaine-là. Il s'est pas retrouvé avec ce pantalon pour une raison inexplicable pour lui. C'est qu'il y a vraiment réfléchi, il s'est pris la tête, il s'est dit, moi, mon truc, c'est ce pantalon. Donc il est quand même mieux placé que moi pour savoir ce qu'il doit mettre. Et je peux pas arriver au nom du fait que moi j'ai un jean comme tout le monde, en lui disant, t'es débile de mettre ça. C'est moi qui suis plus débile que lui. Parce que moi, j'ai choisi de prendre le truc tel qu'il est, tel qu'il préexiste, parce que c'est comme ça, parce que j'en avais rien à foutre. Je peux pas aller voir quelqu'un qui s'est intéressé au sujet et lui dire qu'il a tort. Alors que moi, je m'y suis pas intéressé, j'ai pris la solution de facilité. Donc là, c'est pareil. Un monogame qui est monogame parce qu'il y a réfléchi et qui dit c'est le meilleur truc pour moi, ça correspond parfaitement à tout ce dont j'ai besoin, et je me suis mis avec quelqu'un qui est comme moi, je fais chambé. Mais il y a des gens ou alors quelqu'un qui a jamais remis en question et qui dit mais j'ai pas envie de remettre en question. Ok, cool. Quelqu'un qui vient m'expliquer que j'ai tort et quand je lui demande pourquoi, son seul argument c'est que c'est comme ça depuis toujours. Je trouve ça un peu, tu vois. J'espère qu'il est content que je sois auteur parce que je le suis exactement parce que j'ai pas suivi ce type de conseil. Parce que si t'écoutes, dis non, prends un CDI. Puisque c'est comme ça depuis la nuit des temps. Est-ce que tu penses que l'amour peut être inconditionnel? Alors attends, ça veut dire quoi? Inconditionnel? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition? Ah oui, ok, ouais, oui. Oui, parce que je sépare l'amour de tout le reste. C'est-à-dire que... En fait, c'est ça. Là, on va partir sur un truc de lexique. C'est qu'est-ce que t'appelles l'amour? Parce que pour moi, l'amour, c'est vraiment un truc très précis et qui va pas trop avec le package de tout ce que les gens mettent dans l'amour. Je sais pas si je suis très clair. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de tu peux aimer quelqu'un et te dire que c'est une personne extrêmement mauvaise pour toi et qui va tout détruire dans ta vie et que tu dois pas la fréquenter, pour moi, ça ne touche en rien à l'amour. J'ai l'impression que pour moi, c'est un truc à part vraiment complètement. Mais c'est des débats sans fin que j'ai avec des gens parce que personne n'a la même définition en fait de l'amour. C'est qu'on a pris un mot pour un truc qui est hyper complexe, tu vois. C'est-à-dire que c'est le même mot pour aimer les pâtes, aimer quelqu'un, aimer sa mère, aimer les enfants. Donc il y a un truc où je trouve qu'on n'est pas très précis sur le mot amour. Donc à mon sens, dans ma définition de ce qu'est l'amour, oui, l'amour est forcément inconditionnel, puisque les conditions viennent après. C'est-à-dire que l'amour peut pas dépendre de conditions pour moi. L'amour, il est là, et les conditions au reste viennent après. Tu peux pas conditionner ton amour. Je sais pas si... T'entends quoi par venir après?
Par exemple, l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est l'amour, tu n'y peux rien. Ouais. La relation est conditionnelle. Mais l'amour, tu n'y peux rien. Il est là. Et ensuite, les conditions viennent dans une relation, Mais même dans ce que tu ressens vis-à-vis d'une personne. Là, ça peut être, je sais pas, par exemple, l'amour maternel ou quoi, tu vois. Est-ce que tu penses que ça existe, le fait d'aimer quelqu'un que tu as créé, concrètement, quel que soit ce qu'il fait, ce qu'il devient? Oui, parce que je considère que l'amour n'est pas conditionnel. Donc, pour répondre à la question, oui, parce que pour moi, les conditions viennent après. C'est-à-dire que si j'ai un enfant et que je l'aime, ce que je ressens, c'est de l'amour pour cet enfant. Ensuite, c'est il tue. Il se trouve que mon enfant, c'est Hitler. Ouais. Mon amour n'est pas conditionné par le fait qu'il soit Hitler ou Jésus ou qui tu veux. C'est ma relation. Après, on me dit, est-ce que t'aimes ton petit Adolphe? Je dis, mais oui, je l'aime de tout mon cœur. Est-ce qu'il faut le foutre en tôle? Mais complètement. C'est bien entendu. C'est un dictateur. Mais l'amour. Là, tu vois, j'arrive même pas à concevoir ce que tu dis tellement ça ne rentre pas dans mes. Mais parce que peut-être que toi, il se trouve que ton amour dépend de choses qui le conditionnent. Mais je suppose. Mais en fait, il faut des raisons de base pour l'aimer, ton petit Adolphe. Mais t'es jamais tombée genre folle amoureuse de quelqu'un pour aucune raison? T'as jamais eu de coup de foudre ou? Non. Bah ok. Donc c'est pour ça que je te dis, ça dépend de. Mais est-ce que quand t'aimes quelqu'un, tu sais lister les raisons, genre? Non, je pense pas. Parce que c'est le même exercice. Mais peut-être que j'ai tort. Là, je dis juste comment ça se passe pour moi. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va me sortir un argument imparable. Je dirai, ah putain, mais oui. C'est qu'en fait, pour moi, il est inconditionnel, invariable et incomparable. Donc, en fait, mon envie, par exemple, j'ai une petite amie à l'heure actuelle, je veux être avec elle, tout ça est conditionné par le fait que je l'aime et que j'ai envie d'avoir plutôt une relation avec quelqu'un que j'aime. Mais tout ça ne conditionne pas mon amour. Donc l'amour en lui-même, j'ai beaucoup de mal à le quantifier, par exemple. Quand quelqu'un dit « j'aime plus lui que lui », je dis « mais comment, quoi ? Comment c'est possible ?» Et pour moi, tout d'un coup, je dis « ok, il est dans ma matrice, je sais pas comment dire, dans ma façon d'envisager les choses, ce qu'il appelle aimer, chez moi, c'est pas exactement la même chose. Parce que moi, je peux pas aimer plus que quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, c'est soit j'aime, soit non. Tu vois, c'est un peu compliqué à. Non, oui, je comprends, mais c'est juste que. Ouais, non, du coup, j'essaye d'analyser, moi, comment je. En fait, c'est juste une somme d'envie vis-à-vis d'une personne. Qui crée l'amour. En tout cas, chez moi, c'est plus genre, je me dis, ok, cette personne-là, je l'aime, pourquoi? Je l'aime comment? En fait, j'ai tendance à quantifier en me disant, ok, je l'aime parce que je me sens bien avec cette personne-là, parce que j'ai envie de ça, parce que j'ai envie qu'on passe du temps ensemble, parce que j'ai envie qu'on se parle tout le temps. Et c'est juste un peu comme plein de fils. Et puis la taille du tas de fils, je sais pas pourquoi j'ai pris des fils du coup, mais ça t'est jamais arrivé plus cette taille est grande, plus je l'aime, tu vois. Qu'une personne soit assez proche de tous ces critères-là, qui font que t'en aimes une, et te rends compte que t'aimes pas l'autre, et que c'est inexplicable? Si, mais pour moi, juste la vibe, ça peut être un fil, tu vois. Voilà, mais du coup, j'ai l'impression que ça rentre pas dans la même catégorie. C'est-à-dire que je me dis, si telle personne, on imagine qu'on quantifie un nombre de choses importantes pour moi chez une personne, et il est possible qu'elle ait le score de 92 sur 100 et que je l'aime, et à côté, je vois bien qu'il y a une personne qui a 92 sur 100 et je l'aime pas. Je ne ressens pas d'amour. Donc je me dis, ça peut pas être. En gros, moi, je parle vraiment que pour moi. Je suis pas en train de te dire, t'as tort, t'as raison. Je me dis,
je m'explique ce que j'ai ressenti après coup par des choses rationnelles, parce que mon cerveau peut pas faire autrement, mais j'ai l'intime conviction, puisque j'ai que mon cerveau pour analyser ça, et je pense qu'il me bluffe. Et qu'en fait, j'aime avant de savoir pourquoi, j'aime pour aucune raison, de façon irraisonnée et inconditionnelle, et ensuite, je fabrique les raisons. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on peut complètement tomber amoureux de quelqu'un qui est extrêmement mauvais pour soi. Et qu'après, on fabrique des qualités que la personne a, parce que personne au monde a zéro qualité. On s'accroche à ces qualités en se disant que c'est pour ça qu'on l'aime. Mais je pense que non, ça vient de nulle part. En fait, c'est un truc que je ne m'explique pas, l'amour. Et ça te dérange pas? Bah, non, je crois pas. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc que je le range avec le fait la mort, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi. Il y a pas. Qu'est-ce que c'est, quoi, comment, qu'est-ce que le néant, tout ça, toutes ces conneries. Je range quand même l'amour là-dedans, moi, je trouve. Et peut-être je me trompe, hein, et que c'est des hormones dans mon cerveau, comme beaucoup de gens le disent, qui créent une illusion. Mais la sensation que j'ai, et en fait, j'ai surtout l'impression que ce chemin-là, c'est cette idée-là que je me fais de l'amour, c'est un peu ce qui conduit les bouddhistes, les gens qui font de la méditation. Ils sont allés en une montagne, ils sont concentrés là-dessus pendant toute leur life, à dire l'amour est partout et j'aime tout le monde. Et en fait, je me rends compte que si je vais suffisamment loin dans mon raisonnement et dans ma méditation, j'aime tout le monde pareil, et qu'en fait, on est tous qu'un. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce chemin-là, quoi. Donc peut-être que je vais me retrouver, peut-être je vais me retrouver en toge à un moment. Dans ton village bouddhiste. Voilà, mais voilà, en fait, il a trouvé, il y avait déjà un endroit pour lui. Parce que moi, je m'explique vraiment pas pourquoi j'aime quelqu'un et pas quelqu'un d'autre. Parfois, je vois une personne et je me dis, mais elle est parfaite. Mais et parfois, je vois quelqu'un, je dis, oh, elle a plein de défauts, mais Et ma conclusion pour l'instant, peut-être ça changera, hein, on fera des gens qui doutent tous les 10 ans, si tu veux, on fait un point. Ma conclusion pour l'instant, c'est que mon amour est pas conditionné par autre chose. Il l'est, en fait. Et ensuite, le reste est conditionné. L'envie d'être ou pas avec la personne, l'envie de coucher ou pas avec la personne. Qu'est-ce qui explique que, tu vois, je puisse avoir envie de coucher avec une personne et pas une autre? C'est le désir, mais c'est pas l'amour. Puisque je peux avoir du désir sans amour, de l'amour sans désir. Je peux aimer à fond à un ami qui m'attire pas du tout. Je peux pas aimer quelqu'un et dire mais en même temps m'excite. Donc tu vois, en fait, à force de faire toutes ces séparations, à un moment tu te dis mais ça fait trop de trucs que je sépare de l'amour pour que l'amour prenne pas une position particulière. Tu vois, là, dans ma tête, je fais un lien qui a aucun sens, mais du coup, je vais y aller pour voir. Ça me fait rire de faire ça. Parce que je pense que comme tout à l'heure, je parlais d'Étienne Klein, après, j'ai un moment, je parlais d'Einstein, dans ma tête, il y a de la physique. Et là, en parlant de l'amour, je me suis rendu compte que techniquement, ce qui s'est passé avec notre ami Einstein, c'est qu'il a démontré, jusqu'à preuve du contraire, mais bon, il l'a plutôt bien démontré, et ça se vérifie beaucoup, que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Donc là, je pense à Étienne Klein, parce qu'il a fait plein d'exemples qui sont hyper parlants, où en gros, Einstein se demandait si je suis à cheval sur un rayon de lumière, sur la lumière qui avance et que j'allume une lampe, si la lumière pouvait faire de la lumière irait 2 fois plus vite que la lumière, celle que j'aimais. Et en fait, non. C'est pas possible parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Et c'est le seul truc pour l'instant qu'on a qui va toujours à la même vitesse, peu importe où t'es, ce que tu fais. Si tu allumes une lampe dans un train en marche, elle va pas 300 km plus vite que la lumière. Elle va toujours à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Et c'est fou. C'est le seul truc. Et qu'en plus, on peut pas vraiment le vérifier parce qu'on va pas du tout assez vite pour le checker. Mais bon, maintenant, en gros, la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Et donc, c'est un truc qui est particulier, qui est contre-intuitif, mais qui a sa particularité, c'est quelque chose qui est assez singulier. Et ben, j'ai l'impression que l'amour, c'est pareil. Qu'en fait, elle ne répond pas aux mêmes règles que le reste, qu'en fait, c'est le truc au bout
C'est le truc infini, qui est pas vraiment infini, mais c'est le truc qu'on peut pas... l'amour va toujours à la vitesse de l'amour. Et que du coup, tu peux pas le quantifier, tu peux pas dire « Ah, voilà une lumière plus rapide, une lumière moins rapide. » Non, la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Donc, si je fais un livre et que je l'appelle « L'amour va toujours à la vitesse de l'amour », je te mettrai dans les remerciements. Ah, bah, c'est très gentil. Mais du coup, j'ai envie de terminer là-dessus parce que j'aimais bien. En fait, c'est tellement une vision que moi, j'ai pas, que je me dis, putain, j'aimerais croire que c'est vrai. Mais si tu t'intéresses à des choses plus fortes parce que c'est pas ce que tu penses, ça fait de toi une personne de très grande qualité. Puisque c'est vraiment l'inverse d'être un con. Les gens qui s'intéressent qu'à ce qu'ils pensent déjà, en disant je veux juste conforter ce que je pense déjà. D'un côté, je m'intéresse surtout à ce que j'ai envie de croire, mais pas à ce que je trouve le plus probable. Donc je sais pas si c'est une si bonne chose. Bah, c'est-à-dire que là, toi, tu penses pas comme moi, non. Mais ça t'intéresse parce que je pense pas comme toi. Mais parce que j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que t'as raison, tu vois. J'ai envie de... T'as envie de croire que l'amour va à la vitesse de l'amour ? Oui. Non, mais j'ai envie de croire que c'est aussi spécial et pas explicable que tu le dis, en fait. J'ai envie de croire qu'il y a ce truc que tu... Bah pour le coup, là, on est vraiment dans la croyance. Et moi, j'ai rien à démontrer. Hein. Je te dis ce que je crois. En fait, c'est juste que j'ai envie... Là, c'est vraiment de la croyance. Je te dis ce que je crois moi de l'amour et tu me dis ce que toi tu crois de l'amour. Mais quand tu dis j'aimerais croire comme toi, je fais bah crois-le. Hein, parce que, en fait, non, en fait, j'aimerais à un moment avoir une preuve. Non, mais il n'y en aura pas. Ouais, mais si je le ressens aussi, tu vois. Et avoir un peu la foi. C'est comme te dire j'aimerais croire en Dieu dans le sens j'aimerais avoir la foi. Ouais, c'est ça. Alors que là, quand j'essaye d'y croire, j'y arrive pas, quoi. C'est ça. Là, j'ai pas encore... J'espère que tu auras la foi en l'amour qui va à la vitesse de l'amour. Bah, Inch'Allah. Bah, tu vois, tu crois. Tu crois en Dieu déjà. Oui, tu crois en Allah, donc... Ouais. Parce que si tu fais reposer le fait de croire un jour à un truc sur un gars auquel tu crois pas, ça va être compliqué. Putain, merde, l'amour est mort. Putain, c'est mort, là. Ouais, non. Bon. T'attends après un gars auquel tu crois pas pour qu'il te fasse croire un truc auquel tu crois pas. Ouais. Je serais toi, je ferais pas ça. Bah, nickel. Merci, Bruno. Mais merci à toi. Vous pouvez suivre Navo sur Twitter et Instagram et regarder, écouter plein de choses qu'il a coécrites et réalisées, les séries, les spectacles, les podcasts. Il est aussi chaque semaine dans les vidéos Un bon moment avec Kian Kojandi et plein d'invités super cool. C'est dispo sur YouTube et Canal, je mets tous les liens dans la description. Merci évidemment d'avoir écouté Les gens qui doutent, j'espère que l'épisode vous a plu même s'il était un peu foutraque. Vous pouvez vous abonner à ce podcast via Spotify, YouTube, iTunes, tout ça, et vous pouvez le soutenir via Patreon en faisant des dons de la somme de votre choix. Ou bien, si vous voulez le soutenir sans mêler l'argent à tout ça, ce qui m'aide vachement, c'est quand vous commentez et partagez les épisodes. Comme ça me permet d'avoir plus d'auditeurs. Et donc ainsi, peut-être qu'un jour, je pèserai assez dans le game pour inviter Emma Watson. Yes. Donc voilà, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode des gens qui doutent. Et si vous voulez être tenu au courant de la suite, vous pouvez évidemment aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, en tapant Fanny Ruet. Bisous! Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux et l'extrêmement séduisant Maxime Moitieu.